Parti. Ok. Bienvenue à tous. Je vais vous faire un retour d'expérience sur React Native dans l'application PlantNet. Donc, je m'appelle Hugo Grèce, je suis développeur mobile à l'Institut national en sciences et technologies du numérique à Montpellier pour le projet PlantNet. Avant d'arriver sur PlantNet, j'ai fait 5 ans de développement natif sur Android pour faire un ZK publicitaire vidéo. Après, j'ai fait du développement web, uniquement web en React, et j'en fais toujours. Et bon, du coup, depuis 2 ans, je travaille sur PlantNet en React Native. Petite pause sur PlantNet, un peu auto-promo. PlantNet, c'est une application d'identification de plantes. Donc, vous ouvrez l'appli, vous prenez en photo votre plante, ça vous dire, OK, c'est du basilic. Ou genre là, c'est un aconite Napel. Très bien, mais à la base, PlantNet, c'est un projet de recherche scientifique. Donc, le but, c'est que quand les utilisateurs vont prendre des photos, ils vont pouvoir les contribuer sur la plateforme. Et derrière, ça va constituer une base de données mondiale sur la biodiversité. Qui va être utilisé par nos partenaires qui utilisent nos services directement, mais aussi à travers d'autres plateformes, entre autres le gbif.org, où c'est une base de données mondiale sur la biodiversité, où du coup il y a beaucoup de données qui sont publiées. Et entre autres, nous on est les plus gros contributeurs sur le gbif en termes de données de plantes dans le monde. Et l'autre partie, c'est l'aspect communautaire, où du coup les gens vont pouvoir réviser les photos des plantes et dire ok, l'espèce qui a été choisie, c'est pas celle-là, c'est plutôt celle-là, et ainsi de suite, améliorer l'identification des plantes à la fin dans l'application. Tout ça, c'est financé donc, par vos impôts et par vos dons. Donc, merci de payer mon salaire, c'est assez agréable. Et du coup, ça reste un projet scientifique, donc il n'y a pas d'entreprise derrière, c'est gratuit, il n'y a pas de publicité. Et, a priori, il ne devrait pas y en avoir avant quelques temps quand même. En chiffres, on est autour de 20 millions d'utilisateurs par an, 30 millions sur 2 ans, avec peut-être 10-20% de croissance en fonction des moments, avec 600 000 utilisateurs par jour dans les pics de printemps. Donc bon, c'est plutôt honnête en sachant que l'équipe est toute petite. Je suis le seul développeur mobile à travailler sur l'application et derrière il y a 2 autres ingénieurs qui travaillent sur la partie web, API, base de données et autres interfaces d'administration. Et le reste, ça va être des chercheurs qui travaillent soit sur la partie machine learning, soit sur la gestion du projet et la gestion des projets de recherche en Europe. Donc voilà, donc c'est plutôt moi je trouve que faire une application qui a 20 millions d'utilisateurs, c'est plutôt pas mal, en sachant que je suis tout seul à maintenir l'application sur Android et iOS. Donc React Native, pour ceux qui ne connaissent pas a priori, il y en a quand même un petit peu dans la salle qui ne connaissent pas forcément React Native. Je fais juste un petit point. Et React Native et Flutter, qui sont sûrement les 2 meilleures technologies aujourd'hui pour faire une appli cross-platform. Donc bon, c'est les frameworks. Pour faire des applis Android, iOS, Web, Linux, Mac, Windows, avec un peu plus de facilité sur Flutter pour faire des applis natifs sur les OS, genre Windows, Mac, etc. Pour React Native, comment on va faire? Donc du coup, on va faire une application en React. Je ne vous expliquerai pas comment faire une application en React aujourd'hui vraiment, ce n'est pas le but du talk. Mais du coup, on fait une application avec le framework du UI React qui existe en web, donc en JavaScript ou en TypeScript. Ça va être exécuté dans l'application, dans un moteur JavaScript qui est embarqué dans l'application directement, qui s'appelle Hermes aujourd'hui, et qui a été développé par Facebook spécifiquement pour React Native. Donc ce bout de JavaScript-là en React, il va communiquer avec un runtime sur Android, sur iOS et sur web, qui va lui s'occuper de faire la multiplication avec le JavaScript et avec l'OS sous-jacent, donc le host, pour dire ok, j'ai besoin des permissions de GPS, il va appeler les bonnes API sur Android pour les permissions GPS par exemple. Et surtout le gros avantage de React Native, c'est qu'en plus de ça, au niveau des vues, c'est le runtime qui va faire la conversion entre React et le SDK Android pour afficher des vrais éléments natifs sur Android, sur iOS, donc des vrais text view, des vrais image view, des vrais boutons, etc. Et c'est la particularité de PlantNet, de React Native derrière. Au contraire, Flutter, pour le coup, ils ont décidé de faire leur propre moteur de rendu intégré dans l'application, du coup, qui s'appelle Skia, qui est utilisé genre, sur Firefox, Chrome OS, Chrome, etc. Donc c'est un gros moteur de rendu qui est très utilisé, qui est aussi accéléré graphiquement derrière. Et du coup, ça permet à Flutter d'avoir sa propre gestion du rendu de l'interface, alors que React Native va se baser sur l'OS pour faire ça, quoi. Ok, donc en parlant d'interface, comment on fait une interface aujourd'hui en React Native? Donc React Native fournit des composants de base, donc je ne sais pas si vous faites du Jetpack Compose, mais on trouve un peu les mêmes concepts à travers différents composants qui sont fournis par le framework. Donc des flatlists, c'est l'équivalent des recyclers view, pour gérer afficher des images, des modèles, ça va être des dialogues, des pressables, c'est nos boutons, les scroll view, faire du texte, des vues. Okay, rien d'incroyable jusqu'à présent. Il n'y a pas tant de composants que ça disponibles au bout du compte.
Mais par contre, on a déjà un peu de différence avec des composants uniquement pour Android et pour iOS. Et on va en parler après, entre autres, Safe Area View sur iOS, on en parlera tout à l'heure après. Ok, donc une fois qu'on a choisi nos composants, on va pouvoir les designer pour que le design de l'application corresponde à notre chaîne graphique. Du coup, on va utiliser une sorte de pseudo CSS objet qui s'appelle Yoga. Enfin, Yoga, c'est le moteur de layout, mais d'ailleurs, on va designer avec du pseudo CSS, avec genre du flex direction, flex, align item, padding, margin, tout ce que vous pouvez imaginer côté web, pour faire nos composants et les designer. Donc en détail, si on veut afficher juste une barre dans notre application avec 2 textes à l'intérieur, on va faire un premier container qui va être une vue, qui va dire on veut que les éléments soient alignés en ligne, on veut qu'ils soient centrés verticalement, on veut qu'ils soient espacés entre eux, et puis après on va avoir des couleurs de fond et du padding. Et on commence déjà à voir la première différence avec le web, c'est que padding horizontal et vertical, c'est des propriétés qui n'existent pas dans le web et qui sont spécifiques à React Native. Encore ça va. Mais par contre, dans l'autre sens, il y a beaucoup de propriétés en web qui n'existent pas dans React Native, et genre certaines propriétés qui viennent du CSS Flexbox qui ne sont pas disponibles en React Native. Bon, ok, soit. C'est pas grave, on continue quand même, et du coup, on va juste faire nos deux enfants de notre vue avec 2 balises texte, avec du texte à l'intérieur, du padding et des couleurs. Rien d'incroyable. En sachant que du coup, là, j'ai mis le style en inline dans l'application. C'est pour la démo, mais normalement, le style il va être sorti de nos composants pour être précompilé à l'avance et améliorer un peu les performances derrière. Ok. Et donc, pour faire nos composants, on va utiliser Fast Refresh. Donc, du coup, c'est juste, on a nos émulateurs qui sont connectés à notre IDE, et du coup, on va voir le rendu en temps réel directement. Et donc là, j'ai la liste des photos qui ont été prises par les utilisateurs. Et donc, je commence à ajouter dans mon item de liste les images que les utilisateurs ont fait. Donc, j'ajoute mon composant et du coup, directement sur Android et sur iOS, on voit le rendu en temps réel. Très bien, on peut déjà scroller parce que j'ai déjà mis une flash list au niveau dessus, au niveau de l'item. Je vais ajouter un container au-dessus, du coup, qui va être en gros bouton. Et dans ce bouton-là, je vais pouvoir ajouter l'avatar de l'utilisateur, son nom d'utilisateur, la date à laquelle les photos ont été prises, et ainsi de suite. Rien d'incroyable là-dedans, ça marche bien. Les fast refresh, pour le coup, marchent vraiment très bien. Et c'est un vrai confort aujourd'hui d'utilisation. Mais du coup, moi, je me dis, ok, mais React Native, c'est bien, fast refresh, c'est rapide. Est-ce que c'est rapide en production? Du coup, là, j'ai un émulateur sur iOS à gauche, et un vrai téléphone sur Android à droite, avec le compteur de FPS à chaque fois. On voit que les FPS sont autour de 55-60 sur l'émulateur sur iOS. Sur Android, soit il y a un bug, soit c'est vraiment trop performant, bizarre. Mais après, oui, c'est bon. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il n'y a pas de saccade dans l'interface. Donc du coup, on va pouvoir scroller dans une liste qui est quand même très longue. Il n'y a pas de, genre, quand l'image va arriver, il n'y a pas de lag dans l'interface, de ralentissement. Et pour le coup, dans cette liste-là, je l'ai refaite il y a quelques mois, et j'ai pas passé du temps à optimiser cette liste. Elle a été faite, genre, j'ai fait mon composant d'item, et c'était fini, ça marchait très bien, et il n'y a pas de drop de performance derrière. Que ce soit sur Android ou iOS, d'ailleurs, ça marche très bien, et j'ai affiché les images, etc., il n'y a pas de souci. Et c'est que des composants de base de React Native que j'ai utilisés pour faire ça. Ok. Et du coup, ce qui nous permet, avec le fast refresh, ou du compte une absence de drop de performance de manière générale, que ce soit d'avoir un framework qui est rapide à développer des nouveaux écrans. Je devais développer l'ajout des groupes dans PlantNet. Donc, vous prenez les groupes dans Facebook, vous voulez avoir pareil pour les utilisateurs de l'application, que les gens puissent contribuer des photos de manière privée au public avec différents cercles de leur côté. Et donc, du coup, pour ça, il faut même pouvoir explorer des groupes qui existent déjà. Il faut pouvoir en créer, donc les formulaires de création et d'édition des groupes, avec la gestion des cartes. Donc, on peut pouvoir restreindre un groupe à une zone géographique. Il faut pouvoir voir les photos des groupes. Il faut pouvoir en ajouter, donc avec différents pickers dans l'interface pour les ajouter. Et puis, il faut aussi gérer les membres, donc ajouter des membres, les inviter, gérer les privilèges. Et donc tout ça, ça m'a pris autour d'une semaine à développer dans l'application, avec une dizaine d'écrans aujourd'hui. Oui, bon, il y a eu des retours entre-temps, etc. J'ai fait des modifications par rapport au retour de mes collègues, mais de manière générale, c'était fait. Et le plus gros du travail était fait en une semaine. Les listes étaient écrites très rapidement, que ce soit des listes, c'est des listes de pages infinies, quoi. Donc il faut gérer la pagination, il faut gérer les erreurs, les problèmes réseau et la navigation entre les écrans, et ça se fait de manière très rapide. Et c'était rapide aussi parce que les composants que j'ai utilisés derrière, donc je sais pas, mon action bar, les différents boutons dans l'interface, je les avais déjà travaillés avant sur d'autres écrans, ce qui fait que d'ailleurs je les ai réutilisés dans cet écran-là, et que en vrai ça va super vite de réutiliser les composants, de faire du bout de code pour faire les appels réseau et faire le parsing, etc. Et c'était fait derrière. Ok, mais bon, là on commence à arriver sur un peu les défauts en termes d'interface. Les composants de base de React Native, des fois ils suffisent pas.
Donc je parlais des listes tout à l'heure. Dans 99% des cas, il n'y a pas de problème de performance avec des listes, sauf dans le cas où on va vouloir avoir beaucoup de données dans ces listes-là. Donc là, j'ai la grille des espèces dans PlantNet. Avec, alors, c'est paginé, mais du coup, il y a autour de 15 à la fin, il y en a 15-30 000 espèces dans cette liste-là à la fin. Et du coup, si j'utilisais Flatlist, il y avait clairement des gros drops de performance quand la pagination arrive et quand on render des nouveaux éléments. Pour ça, du coup, il y a un package externe qui s'appelle Recycler les views, qui a été fait par la communauté, et donc qui est un peu plus agressif en termes de recyclage des vues. Et on va aussi pouvoir fixer la hauteur des lignes. Et ce qui fait que derrière, on va récupérer le drop de performance qu'on avait avec Flatlist, sur une liste qui est vraiment beaucoup plus performante à la fin. Il y a un composant qui existe pour améliorer la performance. Exemple suivant, Keyboard Overlaying View, pareil, qui est shippé avec React Native. Ça vous permet, ça permet à React Native et aux développeurs que quand il y a un champ de texte qui est focus, donc pour écrire du texte à l'intérieur, et que le clavier s'ouvre, ce champ de texte reste visible à l'écran. Le problème, c'est que il a beaucoup de mal, le composant, à communiquer avec la scroll view qui va être au-dessus pour dire, OK, il faut que tu scrolles et que tu me remettes visible à l'écran au-dessus du clavier quand le clavier s'ouvre. C'est un bug dans React Native, il n'y a pas vraiment de solution, sauf en utilisant un package externe qui s'appelle Keyboard, qui s'appelle Keyboard Aware Scroll View, pareil disponible sur NPM et qui permet juste de faire un drop-in de replacement de scroll view. Du coup, vous n'allez plus utiliser scroll view, vous utilisez Keyboard Aware Scroll View quand vous avez des cas particuliers, genre les formulaires de création d'interface, etc. Et du coup, ça marchera, il n'y aura plus de soucis de compatibilité entre les deux composants. Et dernier exemple, Safe Area View. Si vous vous souvenez, dans toutes les listes, c'était un composant qui était uniquement pour iOS tout à l'heure. Safe Area View, ça me permet de gérer les insets. Donc les insets, c'est la status bar sur Android et iOS. On ne veut pas forcément dessiner dessous l'heure du téléphone. Et pareil, la navigation bar sur Android en bas, on ne veut pas forcément dessiner en dessous. Et puis, dans certains cas, on veut pouvoir gérer le fait que le contenu passe en dessous. Et puis, quand on arrive à la fin, il y a juste un décalage pour que ça colle bien derrière, que ça fasse vraiment comme une application native que vous avez l'habitude sur Android. Safe Area View, du coup, est disponible que pour iOS. Pour Android, comment on fait, aucune idée. Et pour certains cas sur iOS, même le Safe Area View était un peu buggé. Donc, il y a une librairie qui s'appelle React Native Safe Area Context, pareil, disponible sur NPM, qui permet de gérer le cross-platform en entier sur Android et sur iOS, et de pouvoir récupérer en plus la taille des insets à utiliser côté interface. Donc clairement, du coup, l'API de React Native, elle est assez limitée en termes de composants. Il y a plein de librairies pour augmenter ces défauts-là qui sont disponibles de manière générale. Mais avec l'ancienneté qu'a React Native aujourd'hui, c'est des choses que soit je m'attendrais à voir dans le framework, soit que des inconsistances qui ne devraient pas exister derrière à la fin, quoi. Ou des bugs corrigés depuis le temps. Bon, soit. À la base, React Native, c'est aussi de faire une vue identique sur chaque plateforme. Du coup, il ne devrait pas y avoir de différence de rendu en théorie. Mais si, il y a quand même des différences. Premier exemple, la hauteur des lignes. Donc j'ai mis une balise texte avec je suis une carotte dessus. Si on ne spécifie pas la hauteur des lignes, la hauteur des lignes va être différente entre Android et iOS dès qu'il y a plus d'une ligne. Ok, ça c'est a priori depuis longtemps, il y a des tickets qui sont ouverts, mais présumément personne ne va corriger le bug parce que ça ferait trop de breaking change. Du coup, il faut bien tester que si deux lignes, il faut bien mettre une hauteur de ligne fixe. Soit. Exemple suivant, je veux faire un floating action button, donc un bouton rond à droite avec une ombre dans l'application. Rien de très particulier, j'ai pas envie de mettre une librairie en plus pour afficher un bouton, ça paraît assez stupide quand même. Et puis je me dis, c'est pas si incroyable que ça à faire de mettre un bouton rond. Ok, du coup je fais mon bouton sur Android, nickel, il s'affiche parfaitement, donc du coup j'ai bien ma couleur de fond, mon icône, ma bordure blanche et une ombre. Sur iOS, j'ai pas d'ombre. Alors en détail, il y a deux problèmes qui se posent là, c'est que sur Android, pour faire l'ombre, j'ai utilisé la propriété élévation. Donc vous connaissez l'élévation sur Android, je ne vais pas vous expliquer. Le truc c'est que l'élévation c'est pour Android, pas pour iOS. Et donc du coup l'élévation ne marche pas sur iOS de base dans React Native. Pour ça, du coup on va utiliser la propriété Shadow sur iOS pour faire l'ombre, qui a priori devrait aussi marcher sur web. Le problème c'est que pour que mon bouton soit rond, j'ai mis un border radius autour de mon bouton et j'ai mis un overflow hidden pour cacher ce qui est en dehors du rond. Et du coup l'overflow hidden lui il va cacher le shadow, mais il ne va pas cacher l'élévation qui a été générée par Android. Bon, ok, un peu prise de tête, je ne m'attendais pas à voir ça. Je continue à me dépatouiller, genre là j'arrive dans un cas où j'ai une bordure blanche sur iOS. Ce que je veux, je voulais vraiment avoir une bordure ronde autour de mon bouton, mais pas sur Android. On voit qu'il y a des bouts de bordure qui dépassent un petit peu en bas. Soit, je continue à travailler sur mon bouton. Donc là j'arrive dans un truc où j'ai une icône qui est affichée sur iOS, j'ai aucune idée pourquoi il n'y a pas de fond, mais il y a surtout une ombre sur l'icône.
pourquoi pas, peut-être que je suis trompé dans mon code. Par contre, sur Android, j'ai un carré chelou avec une ombre derrière. On voit des bouts d'icônes qui dépassent sur les côtés. Et en fait, c'est un bug de rendu, ce qui fait que si je quitte l'écran et que je reviens sur l'écran qui avait le bouton affiché, ben, j'aurai le même rendu qu'iOS. Bon, ok, un truc à savoir, c'était un bug dans une version de React Native que j'utilisais à l'époque. Très bien, mais du coup, je finis mon bouton et j'arrive à trouver tous les trade-offs à faire. Et donc, j'arrive à cet état-là. Donc, je vais avoir un pressable, donc, qui est vraiment le cœur de mon bouton en React Native. C'est vraiment le bouton qu'on utilise en React Native pour qu'il soit cliquable avec derrière. Et ma couleur de fond, donc du vert. Au-dessus, je vais avoir du coup mon border radius qui va faire mon bouton rond. Pour qu'il soit rond, j'ai un overflow hidden. Et je vais avoir mon élévation pour Android. Et ma bordure blanche. Okay, jusqu'à là, rien de très particulier. Et je finis à la fin pour iOS. Donc du coup, pour iOS, j'ai mes propriétés shadow qui vont bien afficher l'ombre. Donc du coup, au niveau dessus de l'overflow hidden, parce que sinon ça ne s'affichera pas. Et après, du coup, juste aligner mon bouton à droite de l'écran, donc en position absolue, bottom right. Rien d'incroyable. Le problème, c'est que pour ça, du coup, j'ai fait mon bouton avec son propre style, plus 2 containers au-dessus qui vont me permettre de gérer la position, le style. Et c'est pas quelque chose à ce que je m'attends quand je fais du React Native aujourd'hui à gérer ça. Et du coup, de devoir vraiment tester, dans certains cas, quand je fais des nouveaux composants, de bien tester sur chaque plateforme que ça marche bien comme il faut à la fin. Ok. Bon, on a fait un peu le tour sur les interfaces. Je ne vais pas rentrer en détail dessus parce qu'après, c'est du React, etc. Mais surtout, du coup, c'est du React. Et donc, du coup, on va tirer toutes les dépendances de React qu'on va pouvoir réutiliser dans l'application aujourd'hui. Et du coup, on va pouvoir utiliser Redux. Est-ce que certains d'entre vous connaissent Redux déjà? Ok. Donc, du coup, Redux, c'est un state manager qui est très connu côté, dans le web, qui vous permet, du coup, de stocker les données de votre application. Je ne rentre pas en détail sur les spécifications, mais en gros, vous allez pouvoir stocker les photos que l'utilisateur a prises dans le state Redux. Et toutes les interfaces qui vont lire ces photos qui ont été enregistrées vont être mises à jour en temps réel dès que ces données sont modifiées. Donc, c'est l'équivalent que vous avez sur Android déjà, que vous connaissez déjà. Mais Redux, c'est vraiment super flexible. C'est assez pratique et c'est très connu. Ça vous permet de faire une application à la fin qui évolue dans le temps sans pour autant évoluer en complexité et qui reste assez clair pour le développeur. Mais du coup, on fait pas des sites web dans une application React Native, ce qui fait que si je kill mon application avec mon state Redux, quand je vais le rouvrir, je vais perdre ce state-là. Donc pour ça, du coup, il y a une dépendance qui s'appelle Redux Persist, qui va nous permettre de persister le changement de Redux dans le téléphone de manière persistante. Ce qui fait que la prochaine fois que l'application va redémarrer, on va récupérer ce state-là, on va le réhydrater dans Redux, et ce qui fait que du coup, on va pouvoir récupérer la liste de photos que l'utilisateur a fait, on va pouvoir récupérer son token, on va pouvoir récupérer tout ce qu'on a voulu enregistrer à l'intérieur. Mais ce qui est plutôt incroyable, c'est que Redux Persist, ça se met genre en peut-être 10 lignes de code. Vous le mettez et vous dites, OK, je vais sauvegarder tel nœud dans mon state Redux. Et derrière, c'est fait tout seul. Il n'y a pas de problème de performance. C'est transparent pour l'utilisateur et ça marche tout le temps. Enfin, moi, j'ai jamais de soucis en 2 ans derrière avec. Et c'est assez pratique à utiliser au bout du compte. OK, librairie suivante, pour faire vos appels réseau et le parsing, on utilise Axios. C'est une librairie qui est aussi disponible sur NPM, qui est utilisée côté Node et Web pour faire vos appels réseau, pour faire le parsing de vos JSON, etc. Pareil, pas de souci, c'est une librairie qui est très éprouvée. Jest pour vos tests unitaires. Pareil, c'est une librairie qui est disponible en Node, en Web, qui marche très bien. La seule spécificité avec Jest, c'est qu'il faut bien faire attention à bien splitter votre code en JavaScript de votre interface, comme en Android. Parce que si vous commencez à tirer du React Native dans des fichiers que vous voulez tester, du coup, ça ne marchera pas en Jest parce que du coup, c'est pas ce qui s'attend à recevoir. Du coup, comme sur Android, bien séparer votre business logic, vos appels réseau de votre UI, il n'y a rien d'incroyable là-dedans, vous connaissez le problème. Bon, il y a d'autres librairies, genre Immer, Reselect, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ces librairies-là, en dehors de Redux Persist, elles sont faites pour le web, elles n'ont pas été adaptées pour React Native. C'est la même dépendance que vous ajoutez dans votre application qui marche en React Native parce que le moteur de JavaScript qui est exécuté derrière, il répond au spec JavaScript normalement et que du coup les performances sont OK, il n'y a pas de souci derrière et il n'y a vraiment aucune adaptation à faire en plus. Même Immer, qui est du coup une librairie pour l'immutabilité, qui pareil, du coup utilise des API très spécifiques à JavaScript et qui marche aussi très bien en React Native. Ok, mais du coup, quid des dépendances un peu plus cross-platform. Du coup, on veut pouvoir utiliser le SDK Android et le SDK iOS dans une application. Donc pour ça, du coup, on a différentes API qui sont mises à disposition par React Native. Donc du coup, gérer des alertes, oui ou non, est-ce que tu es d'accord, gérer un peu les animations.
On veut pouvoir gérer les tailles d'écran, on veut pouvoir gérer le clavier, savoir est-ce qu'il s'est ouvert et puis le dire de se fermer. Gérer le deep linking, pareil, c'est aussi disponible dans React Native par défaut. Gérer si on est sur Android, iOS. Gérer le style sheet, du coup, c'est ce qu'on va utiliser pour compiler le style en dehors des composants. Gérer les vibrations, très bien. Et là, du coup, après, on commence à voir un peu de spécificité entre Android et iOS avec des API qui sont que pour Android ou que pour iOS. Je ne sais pas si vous notez, du coup, il y a Toast Android. Bon, vous connaissez les toasts. Par contre, moi, quand je vais utiliser des toasts, je vais aussi les utiliser sur iOS. Enfin, je ne fais pas une application que pour Android, sinon je ne prendrais pas React Native pour faire ça. Bref, du coup, ça ne marche pas sur iOS. Du coup, si vous utilisez Toast Android sur iOS, ça va faire cracher votre appli. Il y a des librairies qui existent pour faire des toasts, qui sont externes, et c'est un peu dommage, mais qui marchent. Et puis, entre autres, vous voyez permission Android, vous ne voyez pas permission iOS. Je ne suis pas développeur iOS vraiment, enfin, j'ai jamais fait d'iOS, j'ai pas d'iPhone sur moi. Par contre, je sais quand même que quand on ouvre une application sur iOS, on a quand même les permissions GPS qui sont demandées. Pourquoi il n'y a pas ça directement dans React Native ? Du coup, pour les permissions, on va utiliser une dépendance qui s'appelle React Native Permission, qui va vous permettre de gérer les permissions de manière très simple et qui est sortie de React Native. Et donc, du coup, de dire, OK, je veux les permissions caméra sur Android et iOS, je te laisse sélectionner la bonne plateforme derrière. Et puis, du coup, j'attends que l'utilisateur réponde, donc on await. On va faire une promesse et du coup, quand l'utilisateur répond, la promesse va être complétée. Et du coup, on va pouvoir récupérer si oui ou non l'utilisateur a approuvé la permission. Pour le coup, ça, c'est la façon que vous allez faire pour gérer toutes vos permissions dans votre application. Ça marche très bien, il n'y a pas trop de soucis. Effectivement, il faut gérer quelques cas spécifiques des permissions qui existent sur iOS et pas sur Android. Mais ça, pour le coup, Flutter a les mêmes soucis et il faut faire avec. OK, quid des autres librairies pour prendre des photos. Du coup, il n'y a pas d'API pour prendre des photos dans React Native. Mais du coup, il y a des dépendances externes. Il y en a deux qui existent vraiment sur React Native qui font exactement la même chose. Et pareil, du coup, on va pouvoir prendre des photos, ouvrir la caméra, on va pouvoir les resize, on va pouvoir les cropper, on va pouvoir récupérer les données EXIF des photos directement en JavaScript. Et puis après, pour GPS, il y a une autre dépendance qu'on va utiliser qui nous permet de récupérer le GPS avec, en spécifiant le timeout, par exemple, il n'y a pas de souci, pour gérer le stockage de données. Donc le stockage de données en base de données, il n'y a pas de souci, il y a plein de librairies qui marchent en React Native et que vous allez utiliser en JavaScript pour gérer vos bases. Très bien, il n'y a pas de souci. Et pour les fichiers, stocker des images, stocker des fichiers, les télécharger, des IP, les déplacer, créer des dossiers, etc. Pareil, il y a des API qui sont disponibles et qui vous permettent de faire tout ça en React Native, en JavaScript, avec des promesses, de manière ultra agréable en vrai à la fin. Pour gérer les maps, du coup, on va avoir React Native Maps, j'en parlais tout à l'heure. Par contre, si vous affichez beaucoup de marqueurs, il va falloir gérer le clustering. Du coup, quand vous zoomez dans votre map, de regrouper les marqueurs et les dégrouper en fonction du niveau de zoom, vous allez avoir besoin de ça parce que les performances de React Native Maps ne seront pas adéquates pour votre application à la fin. Pour gérer les SVG, du coup, on va faire gérer les SVG comme des composants en React. Et du coup, on va déclarer nos deux SVG, genre G, groupe, etc. directement. Et puis, on pourra modifier la couleur des fonds, les bordures, etc. au runtime. Gérer le login third party, du coup de ne pas afficher des WebView, mettons username Google, enfin ton email et ton mot de passe, c'est directement intégré à Android. On va utiliser l'API prévue par Google pour afficher sélection de ton compte, tu valides ton compte et d'ailleurs on récupère l'information et ça marche très bien. Les langues, pareil, j'en parle pas, on a plus de 40 langues dans Plantnet, a priori il n'y a pas de souci. Le deep linking, pareil, on peut ouvrir un écran spécifique dans l'application, il faut faire du code un peu en plus, c'est normal, mais les API sont là et ça marche très bien. Et la partie machine learning, si on veut utiliser un modèle en TensorFlow-Lite ou en PyTorch, il n'y a pas de souci, on va le faire. Et donc dans tous ces librairies-là, on va avoir du code qui va être fait pour Android, pour iOS, qui vont être faits par les développeurs de chaque librairie. Et nous, du coup, on va juste se charger de faire du JavaScript pour gérer tout ça. Très bien, il y a plein de librairies, sauf qu'en vrai, la plupart sont bien maintenues. Et il y en a d'autres en lesquelles je n'ai pas parlé, mais genre React Navigation, qui est la librairie que vous utilisez pour gérer vos écrans, etc. Et le backstack, pas de souci, c'est très bien fait. Les gestures, et Firebase, du coup, avec la partie Crashlytics, Analytics, A/B testing, etc. C'est très bien mis à jour, voire trop. Parce que du coup, dans Firebase, par exemple, dès qu'il y a une release de iOS, de Firebase ou d'Android ou du web en JavaScript, du coup, ils vont sortir une nouvelle version de React Native Firebase. Du coup, je ne le mets pas à jour tout le temps, mais bon, c'est quand même présent. Mais quid des autres librairies qui sont un peu moins mises à jour. Bon, alors du coup, vous ne connaissez pas forcément l'écosystème JavaScript, mais il y a une rumeur ou un vrai cas que les dépendances en JavaScript sont mises à jour très souvent, avec certaines fois des breaking change ou pas. Et puis des fois, ils vont sortir des patchs qui vont faire crasher un site web ou les applications, donc il faut bien faire attention. Et on trouve un peu la même chose en React Native, mais la communauté est un peu moins active que le web. Bref.
Ok, pourquoi pas. Et donc du coup, React Native Maps. Donc si vous vous souvenez, en 2018, Airbnb codait encore son application en React Native. Et puis ils ont décidé de lâcher React Native derrière. Je ne rentre pas dans les détails. Ils ont mis des billets sur leur blog qui expliquent tout ça en termes de performance, en termes de cross-platform, etc. Pourquoi pas. Et du coup, c'était eux qui maintenaient la librairie React Native Maps à l'époque. Et du coup, quand ils sont partis, ils ont dit, OK, on donne la librairie à la communauté, c'est vous qui allez vous en charger, nous, on ne veut plus avoir la main dessus. Et ce qui se passe, c'est que depuis 2018, il y a des bugs qui existent dans React Native Maps. Par exemple, les boutons pour centrer la carte sur la position de l'utilisateur, les boutons de zoom sur la carte ou les boutons de direction, ces boutons-là, dans certains cas sur Android, ils ne vont pas être affichés. Peut-être qu'ils sont affichés, mais ils vont être affichés en dehors de l'écran, donc en dehors de ce qui est visible par l'utilisateur. Pour ça, du coup, il y a le workaround qui a été trouvé par les autres développeurs, c'est de retailler la carte de genre 1 pixel, et après leur remettre un pixel, ça va refaire un rendu de la carte à l'intérieur et remettre les boutons visibles à l'écran. Je continue, la gestion des polygones sur la map. Du coup, a priori, le même polygone qu'on va afficher sur une carte, il devrait marcher sur Android et iOS sans trop de soucis. Mais en vrai, c'est pas le cas. Est-ce que, dans certains cas, ça va faire crasher votre appli? Est-ce que ça vient du SDK Google Maps sur iOS ou sur Android qui n'est pas codé de la même façon et qui n'accède pas forcément les mêmes formats d'entrée, ou de la même partie mais côté React Native, donc du module React Native Maps? J'ai aucune idée. Par contre, moi, en tant que développeur, quand j'ai testé mes polygones, ça marchait sur l'un et ça marchait pas sur l'autre. Et du coup, j'ai dû gérer des cas où, plutôt que d'avoir un objet nul, je vais avoir un array vide qui va être passé, et pour bien que ça marche sur toutes les plateformes. Donc tout ça, il y a des issues qui en parlent sur React Native Maps, qui sont toujours ouvertes. Et du coup, il y a des upvotes sur les solutions, les workarounds à utiliser. Et c'est aux développeurs, de chaque développeur qui utilise la librairie, de se retaper les bugs et de vérifier les issues ouvertes et d'appliquer les changements dans son application. Bon. Et React Native Maps, encore ça va, les workarounds, ils sont que en JavaScript. Mais c'est pas le cas pour tous. On va voir après, mais du coup, la question c'est est-ce qu'il faut une triple compétence React, iOS, Android pour faire du React Native aujourd'hui? Moi, je vous dirais que déjà React, oui, parce que c'est quasiment le cœur de votre métier et c'est comme ça que vous allez faire vos interfaces. Donc oui, il faut des compétences React. Personnellement, j'étais développeur Android avant, heureusement, parce qu'après, on va voir les problèmes d'après. Je me suis tapé des bugs un peu relous à débugger. Et sans ces compétences Android-là, j'aurais pas pu les tacler. Et du coup, il y aurait toujours des bugs dans l'application aujourd'hui en production. Pour autant, iOS, j'ai pas de compétences spécifiques. J'ai jamais fait de Swift ni d'Objective-C. Je connais rapidement l'interface de Xcode et ça n'a pas posé trop de soucis a priori. Je suis assez ouvert dessus, mais d'ailleurs, quand je vais sur Xcode, c'est pour fixer mon build et c'est tout. Bon, alors du coup, React Native Camera Roll. Pareil, c'est une autre dépendance externe qui est disponible, qui vous permet, quand vous prenez une photo, qu'elle soit visible à l'extérieur de votre application. Donc du coup, l'utilisateur il prend une photo de sa plante, il veut que dans Google Photos, il veut que dans Apple Photos ou dans la galerie sur Android, elle soit visible cette photo-là. Du coup, très bien, Camera Roll gère ça, c'est un vocabulaire qui vient d'iOS, mais quid d'Android avec les scope storage. Donc les scope storage, du coup, les applications sont un peu plus restreintes en termes de stockage. Ok, j'avais déjà vu plein de talks derrière sur le scope storage, je les avais jamais appliqués dans une application, mais je me doutais du problème quand j'ai vu le bug. En gros, les utilisateurs sur Android 10, ils n'avaient plus les photos visibles dans leur application. Bon, je rentre en détail du problème, j'arrive derrière, il n'y a pas de support officiel de la librairie de React Native Camera Roll. Leur doc, elle dit « Request Legacy External Storage dans le manifeste et tu te débrouilles ». Bon, c'est un peu léger quand même. Et puis ça marche pas toujours dans tous les cas non plus. Et puis quand tu veux target une nouvelle version d'API, vous voyez les problèmes. Et du coup, j'ai fait mon propre module qui fait un replacement juste pour Android pour Camera Roll, qui va exposer cette photo correctement en utilisant les API du Media Store disponibles sur Android pour que cette photo-là soit bien visible à l'extérieur de l'application. Rien d'incroyable là-dedans, sauf le fait que pour faire ça, personne n'avait fait de PR avant sur la librairie, personne n'avait répondu sur les questions en disant ok, genre il faut faire ton propre module avec tel bout de code. Moi je suis arrivé sur le problème peut-être il y a 1 an et demi. Android 10 c'était déjà connu depuis pas mal de temps, avait déjà été en prod et les développeurs Android connaissaient déjà le problème. Autant sur React Native, personne n'avait fait de correctif pour Camera Roll. Bref, du coup, moi j'ai fait mon module, j'ai fait mon code, j'ai dit ok, j'ai fait ça. J'ai fait une PR juste pour les parties photos, sauf que la librairie gère aussi des vidéos, etc. Et du coup, j'ai pas pu faire ça, c'est pas de ma compétence. Et du coup, l'issue est toujours ouverte aujourd'hui dans la librairie. Désolé pour les autres développeurs.
Et puis on va continuer sur le dernier exemple de bug. Du coup, quand l'utilisateur prend une photo, on ouvre l'application caméra du téléphone. Et rien d'incroyable, il valide la photo qui a été prise, et derrière ça va faire le activity result de l'activité qui va passer la photo directement dans l'application. Vous connaissez le schmilblick. Le problème, c'est que dans certaines versions d'OS, genre des téléphones Xiaomi à 80 €, le téléphone a tellement peu de mémoire et le système est tellement mal codé que ça va stopper votre activité qui a démarré la caméra. Et ce qui fait que quand l'utilisateur valide la prise de photo, ça va redémarrer votre activité qui host React Native derrière. Et ça va bien passer l'attente qu'il faut avec le paramètre de la photo. Sauf qu'il y a un bug dans React Native qui fait que le module qui gère la caméra qu'on utilise, qui s'appelle React Native Image Crop Picker, ne va pas être bien rattaché à React Native, ce qui fait que lui, il ne va pas recevoir cette nouvelle URL de photo-là. Et donc, du coup, impossible de récupérer la photo que l'utilisateur a prise. Donc, côté utilisateur, ce qui se passe, c'est du coup, il prend sa photo, il valide, et l'application va redémarrer, comme s'il venait à l'ouvrir pour la première fois, dans un écran qui n'est pas du tout celui auquel il a commencé à prendre la photo. Et du coup, on a reçu peut-être 30-40 emails par semaine qui parlent du problème depuis quand même plusieurs mois avant que j'arrive dans l'équipe. Les issues, elles existent pour le coup. Donc l'issue sur React Native qui parle du vrai problème de gestion des plugins, des modules, elle est toujours en triage depuis plus de 2 ans. Il y a le lien de l'issue. Il y a très peu d'activité sur le truc, il y a juste des développeurs qui disent up, et ça s'arrête là. Et du coup, moi, je suis arrivé sur le problème, j'ai dit, ok, bon, ça doit pas être très sorcier, je vais regarder comment c'est passé, j'ai quand même pas mal de compétences sur Android, je devrais m'en sortir. Effectivement, je m'en suis sorti. Et du coup, mon objectif, c'était pas de fixer le problème sur React Native, c'était de trouver un workaround pour que mes utilisateurs, au moins, puissent prendre une photo avec la caméra sur ce téléphone-là. Entre autres, je voulais pas faire de fork du React Native ou quelque chose de ce style-là, c'était pas mon but non plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que du coup, je suis allé voir comment était fait la librairie qu'on utilisait pour la caméra. J'ai regardé le code, j'ai regardé ce qui se passait, j'ai trouvé que l'activité result était bien appelée au niveau de l'activité, pas au niveau du module. Et donc ce qui fait que quand l'utilisateur valide la photo, ça rouvre l'application, je vérifie si, ok, est-ce que je devais attendre une photo? Est-ce que j'ai reçu une photo? Oui, j'ai reçu une photo. Du coup, je la récupère et je affiche le bon écran derrière comme il faut, à la main en JavaScript. Et donc pour faire ça, je suis venu patcher la librairie, donc Image Crop Picker, donc en modifiant le code Java de la librairie pour ajouter des nouvelles méthodes qui vont me permettre de récupérer ça. Donc je suis vraiment allé dans le code, dans mes noms de modules, je suis allé modifier le code en Java que tu ne vas pas modifier parce que c'est une dépendance externe. Une fois que c'était fait, j'ai créé un patch de ces modifications-là. Donc il y a une dépendance qui s'appelle patch package qui permet de faire ça. Ce patch-là, il va être committé dans votre repo. Et à chaque fois que vous allez installer vos dépendances, donc avec npm install, ça va venir réappliquer le patch par-dessus vos dépendances. Bon, vous voyez le délire, c'est clairement pas idéal. C'est pas idéal du tout. Alors au moins c'est committé dans le repo et du coup on peut suivre les changements. Et quand la librairie est mise à jour, il va falloir recréer un nouveau patch parce que les lignes ne correspondent plus, etc. Bon, ok. Mais ce qui est surtout incroyable, c'est que ce problème-là, donc si je remonte en avance, donc l'issue 30277, elle existe depuis quand même pas mal de temps. Et que quand j'ai voulu tacler le problème il y a 1 an, il y avait sûrement une quinzaine d'issues à travers différents modules qui permettent de prendre des photos dans React Native qui étaient ouvertes. Il n'y avait aucun développeur qui avait trouvé de correctif pour ce problème-là. Il y en avait peut-être 1%, donc peut-être un commentaire sur 30 qui disait ok, le problème il vient de React Native dans l'issue qui est pointée là. Du coup, vous voyez le problème, 40 issues qui se recoupent entre elles et très peu qui remontent vers le vrai problème de base. Les mainteneurs de ces librairies-là ne savaient pas quoi faire. Du coup, l'issue est toujours ouverte avec peut-être 100 commentaires dessus, 150 commentaires dessus. Il y a plein d'applications React Native qui ont le même problème aujourd'hui. Et du coup, moi, je suis arrivé, j'ai corrigé le problème, ok, j'ai fait une issue sur Stack Overflow, j'ai répondu à mon issue, j'ai répondu aux commentaires sur les librairies en disant, ok, j'ai une solution, c'est un gros workaround, c'est dégueulasse, vous allez passer 2 jours à gérer ça, mais à la fin, ça marchera. Le problème, c'est que du coup, a priori, j'étais le seul à trouver un workaround aujourd'hui, ou en tout cas, personne ne l'a posté avant moi. Je trouve ça un peu incroyable dans React Native quand même, alors la communauté est sûrement grosse, mais a priori, il manque aussi des développeurs qui ont des grosses compétences sur Android ou iOS pour tacler ces problèmes-là et pour essayer de trouver des solutions alternatives. Ok. Bon alors, tout n'est pas tout dégueulasse non plus, il y a des librairies qui marchent très bien. Et du coup, il y a Expo. Expo, c'est une entreprise qui a fait une tonne de paquets open source officiels, donc pour gérer la caméra, le file system, les téléchargements, les clipboards, etc.
Et du coup, il y a plus de 80 API qui sont disponibles sur Expo. Expo, du coup, c'est une vraie entreprise avec des vrais développeurs qui vont faire ces dépendances-là, qui vont les maintenir et qui vont être payés pour les maintenir. A priori, c'est quand même plutôt bien. De mon côté, j'ai jamais utilisé Expo. L'Expo arrive avec quand même un gros overhead en termes de poids dans l'application. C'est une librairie qui est très très lourde. Il faut changer votre activité de React Native pour utiliser Expo Activity en gros. Et dans une application qui a déjà été codée. Donc moi, je suis arrivé dans le projet, l'application était déjà faite. C'est pas forcément facile à réintégrer et puis à réadapter tous les écrans pour utiliser cette librairie-là. Si vous commencez un nouveau projet en React Native, utilisez-la et puis après, si ça vous va pas, vous ferez l'enlever plus facilement que l'ajouter à la fin. Et bon, Expo réinvente pas la roue non plus. React Native SVG, Netinfo pour récupérer les états du réseau et les WebView ou toute autre chose. Ils vont réutiliser des librairies qui existent déjà dans le plein source, mais ils ont quand même fait beaucoup à côté en plus. Bon, la partie finie, Expo marche bien, utilisez Expo si vous pouvez. Bon, ok, du coup on a vu pas mal de choses. Et dernière grosse dépendance, c'est React Native. Donc React Native, c'est une dépendance en NPM. Vous allez voir du code Java et iOS en React Native, rien d'incroyable. Aujourd'hui, on a la version 0.68.1. On n'a pas de version majeure de React Native qui est sortie. Et ils font des mises à jour, on va dire aujourd'hui, un peu plus de 4 fois par an, depuis 2022. Avant, c'était 2-3 fois par an. Il n'y a rien d'incroyable. Et pour mettre à jour React Native dans votre application, il y a un outil, donc Library Helper, qui est linké un peu partout et qui vous dit, OK, genre, il faut modifier telle ligne dans votre build.gradle pour modifier le build tous version, pour modifier telle dépendance, ou modifier, enlever gcenter, etc. OK, très bien, ça marche pareil pour iOS. Il va vous dire, OK, il faut modifier votre pod file avec telle dépendance en plus, et puis votre projet iOS, etc. OK, après, il faut faire un peu d'install pour installer vos dépendances. Très bien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que React Native que vous devez mettre à jour. Et que quand vous mettez à jour React Native, vous allez faire crasher peut-être 1, 2, 3 modules en plus, parce que du coup, en modifiant le build sous version, ça fait péter une librairie qui n'était pas à jour correctement. Et donc, du coup, en vrai, ça vous prend peut-être 1, 2 jours à mettre à jour, parce qu'il y a des problèmes de build à la fin, soit sur Android, soit sur iOS, qui se corrigent. Mais voilà. Il y a au bout du compte très peu de vrais breaking change dans le code source de l'application. Donc au niveau de code source, je parle de votre appli en React en fait à la fin. Il n'y a quasiment pas de breaking change et du coup ça se voit pas vraiment à la fin. Mais du coup, je me suis dit bon, j'ai pas envie de me taper des problèmes de build à chaque fois que je mets à jour tous les 3 mois. Donc du coup, j'ai dit ok, j'attends 4 à 6 mois avant de mettre à jour ma version de React Native. Ça laisse aux autres développeurs d'essuyer tous les pots cassés des librairies qui sont pas à jour et du coup qui supportent pas la dernière version de React Native. Et du coup, moi, j'arrive dedans, et étant donné que je suis tout seul, ça me prend beaucoup moins de temps d'aller trouver les issues qui parlent de mes problèmes, d'aller regarder les correctifs à appliquer et de les appliquer dans mon projet. Mais encore plus loin que ça, c'est quand Facebook décide de dropper une version minimum d'Android, ce qui est le cas assez souvent, dans l'application Facebook officielle, ils vont répliquer ce changement-là dans React Native. OK. Et donc, du coup, si moi, je veux que mes utilisateurs supportent une version d'Android plus grosse que celle de Facebook, je peux pas. Ma seule solution, c'est d'attendre avant de mettre à jour vers la version d'iOS qui drop, API 20, quoi. Ok, c'est assez important quand même. Bon, vous voyez les problèmes en termes de téléphone, etc. Pour éviter que les téléphones changent, c'est vraiment un truc à faire attention. Et puis il y a aussi des fois où en mettant à jour React Native, ça va faire planter l'upload d'image en post sur Android. Ça, c'est un bug qui a existé, qui est resté 4 mois avant que React Native se décide à faire un patch et le sortir en production. Ça paraît un peu incroyable quand même le nombre d'images qui est uploadé en post dans React Native aujourd'hui, que l'issue est mis 4 mois avant d'être corrigé en prod. C'est le truc qui met une semaine maximum, quoi. Bon, très bien. Et du coup, là, je suis content pour le coup d'attendre 4 à 6 mois avant de faire mes mises à jour. C'est à partir de ce moment-là où j'ai vu ce bug-là que je dis ok, je vais attendre que tous les gens issus les pots cassés avec une nouvelle version, et puis après derrière moi, j'aurai juste à dérouler le tapis. Et bon, du coup, pareil, les autres mises à jour des autres packages. Il y a beaucoup d'autres packages qu'on utilise. Dans Planet, on doit avoir peut-être 20-30 packages externes dans la librairie, dans l'application. C'est pas si énorme que ça au bout du compte. Mais il faut juste faire attention que certains packages soient bien à jour. Des fois, ils sont pas tous à jour. Des fois, les mainteneurs mettent pas à jour la librairie depuis 2 ans, comme c'est le cas dans certaines librairies qui sont utilisées genre pour le file system. Donc, du coup, il faut faire un peu attention. Des fois, bien regarder les changelogs. Il y a plein d'autres choses. On n'a pas forcément le temps de parler, mais les stat-traces, on montre très bien en JavaScript. Donc, du coup, si votre application crash en JavaScript, ça va faire crasher votre application si vous ne catchez pas le bug en JavaScript. Il n'y a rien d'incroyable. Mais cette extension va remonter dans Crashlytics, elle va être minifiée. Du coup, votre code JavaScript il va être illisible. Ça va être à vous d'aller récupérer les numéros de ligne qui correspondent en production pour regarder d'où vient le problème. Mais bon, la communauté JavaScript est là, elle permet de faire plein de nouveaux outils. Donc pour vous, elle est comme très active, les issues sont actives, que ce soit sur React Native ou sur différents modules, ils sont là. Les développeurs, comme on a vu, ne sont pas toujours très compétents sur du dev Android ou dev iOS pour corriger les problèmes.
Heureusement du coup qu'il y a quand même quelques maintaineurs qui tiennent la route et qui font toutes les librairies disponibles à la fin. Il y a plein d'outils développeurs en plus. Donc il y a Flipper qui est l'outil principal qui est recommandé par Facebook pour débugger une application en React Native qui vous permet d'avoir vos logs de l'application tout jolis, bien mis en forme, comme dans Chrome, comme dans Firefox, de gérer quelles données sont stockées, d'avoir le Redux Tools qui est intégré dans Flipper, etc. Donc ça marche très bien. Et puis en plus de ça, on va avoir accès à tous les outils de Android Studio et de Xcode pour suivre le CPU, etc. Comme avec Flutter, il n'y a pas de souci. Et au niveau des tests d'intégration, alors j'en fais pas personnellement, j'ai commencé à en faire avant de me rendre compte que il n'y avait pas d'image Docker pour lancer mon API et ma base de données directement dans mes tests, et du coup je voulais pas avoir de tests random dans l'application. Bref, et du coup l'avantage de React Native, c'est que les vues sont natifs. Et donc, du coup, si les vues sont natifs et qu'il y a des sélecteurs que vous utilisez d'habitude qui marchent très bien, du coup, vous pouvez utiliser Appium pour faire vos tests. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, Appium à travers Whatever.io, ça marche très bien. Et puis, sinon, il y a d'autres librairies, Detox qui est fait par Wix, qui marche aussi très bien et qui permet de faire vos tests d'intégration, mais assez simple aujourd'hui en JavaScript. OK. Donc, les dépenses, c'est bon. En termes de build, qu'est-ce que ça donne? Donc, concrètement, vous avez 3 choix pour packager votre application. Soit vous le faites à l'ancienne à partir d'Android Studio ou de Xcode, le archive qui prend 20 minutes, etc. Et ça marche assez bien. Soit vous le faites à partir directement de votre CI ou en ligne de commande. Il y a tout ce qu'il faut pour le faire aujourd'hui, pour sortir une application, builder votre code en React Native et votre application vraiment derrière. Sachant que dans l'arbre d'architecture de votre projet, il y a un dossier source avec votre code JavaScript, mais aussi il y a un dossier iOS et Android. Donc du coup, en allant dans ces dossiers-là et en les ouvrant dans chaque IDE, vous allez pouvoir builder comme vous avez l'habitude avant de manière normale, et ça ne changera absolument rien derrière pour l'expérience utilisateur, développeur. Et puis sinon, du coup, il y a Expo. Donc du coup, Expo, on a vu qu'ils font aussi des composants open source, mais ils ont aussi un service payant qui vous permet de builder votre application de manière cross-platform. Et aussi de pouvoir patcher votre code JavaScript en production directement. C'est plus ou moins payant et je vous recommande de regarder les tarifs à la fin. Bon, rien de particulier pour le build. Sur Android, autour de 3 minutes, en faisant vraiment un clean, un assemble release et signer l'APK à la fin, ou la AB. Pareil, sur iOS, on est autour de 8 minutes, c'est un peu plus long, mais ça marche. En vrai, il y a très peu de soucis tant que votre application build et que quand vous avez mis à jour React Native, vous avez bien vérifié que ça marchait partout. Et après, en termes de performance, et là, du coup, il y a quand même pas mal de bons React Native. Donc la barre rouge, c'est la première release de l'application PlantNet en React Native. Avant, l'application était vraiment sur Android en Java, donc un peu à l'ancienne. Et donc la note était déjà autour de 4.4. Et quand la personne qui a fait la release, donc avant moi, a sorti l'application, la note est restée stable dans le temps. Aujourd'hui, on est autour de 4.6 en note. Et ce que ça dit, ça en gros, c'est que a priori, les utilisateurs n'ont pas vu de problème à React Native au jour le jour. Et du coup, dans les notes, ça reste stable à la fin. En termes de crash, pareil, sur Android et iOS, on est autour de 99,9% d'utilisateurs qui n'ont pas de crash. Ça me semble une très bonne statistique, en sachant qu'on était à 99,6 il y a peut-être 8 mois. J'ai passé un jour à regarder les crashs en JavaScript, à les corriger, et on est passé à 99,9 à la release suivante. Donc pareil, il n'y a pas vraiment de crash à React Native. Il y aura toujours des crashs que vous ne pouvez pas fixer qui viennent de React Native de base ou d'un bout qui est imbitable, que je ne dirais pas. Mais en vrai, moi, ça me semble acceptable en termes de développeur seul de maintenir une application qui a quasiment pas de crash. Je trouve ça plutôt bien. Et après, du coup, en termes de crash, par rapport à la médiane, du coup, on est autour de 0,1 vraiment en crash, alors que la médiane est autour de 0,3. Pareil, du coup, c'est ultra stable et en se le coupant un petit peu, il n'y a pas vraiment de souci à la fin. En termes de performance brute, en termes de démarrage, donc démarrage à froid, démarrage lent et démarrage froid, tiède et chaud, ça c'est les stats du Play Store. On est en dessous de la médiane des applications similaires. Je vous laisse aller voir les détails de chaque démarrage, ce que c'est exactement, mais c'est autour de genre démarrage à froid, c'est l'application qui met plus de 5 secondes à démarrer dans certains cas, etc. Pareil, on est en dessous des médianes des applications, donc soit toutes les applications sont codées comme des pieds et elles mettent 40 ans à démarrer, soit React Native c'est pas si mal que ça, et juste en codant correctement votre application, vous allez pouvoir démarrer rapidement derrière. Dernière stat sur les performances brutes, pareil, c'est des métriques sur le Play Store.
On est toujours en dessous au niveau des normes 6 de 4 figés. Avec moins 9%, ça me semble plutôt acceptable. J'ai rien à dire de plus dessus. En sachant que du coup, avant que le moteur de... Enfin, bon, je passe, mais c'est pas grave. Ok, petit aparté, donc React Native est en version 0.68 aujourd'hui. PlantNet est encore à l'ancienne version. En 2018, quand Facebook... quand Airbnb s'est barré, Facebook en même temps, ils ont fait un billet sur leur blog en expliquant qu'est-ce qu'ils allaient changer dans le framework en termes de performance, en termes de gestion des vues, etc., des changements vraiment en profondeur à l'intérieur. Ils ont mis facilement 3 ans à faire ces changements-là et les shipper en production. Et aujourd'hui, du coup, avec la 168, on arrive dans cette version-là qui permet de partager des ressources mémoire entre JavaScript et Android directement, donc réduire l'impact énergétique derrière, et d'avoir un nouveau rendering engine au niveau de la gestion des vues, et du coup de pouvoir suspendre vos vues, etc. Ok. Bon, à la fin, React Native, qu'est-ce que ça donne? En vrai, ça passe. Ça passe pour 2 raisons. Enfin, pour 2 cas, je dirais. Le premier cas, si vous êtes développeur React, que vous savez faire un peu d'Android, il n'y a pas de souci, vous ne serez pas forcément perdu dans React Native. Et pour le coup, c'est une bonne technologie qui va continuer à être mise en place dans le long terme. Facebook fait toujours des releases de manière régulière. Ils ont rien dit du tout sur le fait qu'ils allaient arrêter. Je pense pas non plus parce que Facebook utilise quand même pas mal React Native derrière. Et puis la deuxième raison, c'est que le développeur qui était avant moi, qui a fait l'application React Native en entier, ne connaissait ni React ni le dev Android. C'est assez incroyable de faire une application aujourd'hui sans connaître tout ça, et du coup ils s'en sont sortis. Alors oui, il y avait des fichiers de 3600 lignes, mais l'application marchait, il n'y avait pas tant de crash que ça non plus, et ça marchait quand même plutôt bien. Par contre, du coup, si vous faites un nouveau projet cross-platform, faites du Flutter, vous n'aurez pas de différence de rendu derrière, vous aurez des librairies plus maintenues par la core team de Flutter, du coup avec un meilleur support cross-platform, avec des meilleurs suivis des mises à jour de Android, etc., etc. Je vous remercie de m'avoir écouté. S'il vous plaît, allez scanner le QR code ou ouvrez l'application Android Makers pour me donner un avis sur la présentation. Et je vous remercie encore de m'avoir écouté. Et puis je pense qu'on a quelques temps pour faire des questions. Merci beaucoup. Ok. Ouais. J'ai une petite question, c'est par rapport au target web. Est-ce que je dis une bêtise, mais on ne peut pas partager le code UI entre les applications mobiles React Native et React Web, non? Alors, j'ai jamais fait de React Native Web, mais normalement si. Du coup, il y a un package qui s'appelle React Native Web, du coup, qui permet de faire l'équivalence entre genre les composants vus en React Native avec genre une balise div. Et il y a plein d'applications qui font ça et qui permettent d'avoir des cross-platforms Android, iOS et web avec React Native aujourd'hui. Il y a aucune idée par contre. Enfin, je sais que le support vraiment genre d'application native Windows, Mac, Linux, c'est un peu différent. C'est encore autre chose. Du coup, allez voir. Et je pense qu'il y a pas mal de talks qui en parlent aujourd'hui sur ça. Ouais. C'est évident de faire interagir les deux mondes, le monde natif et le React. C'est des rappels de code. Ok, donc, ouais. La question, c'est du coup, comment on fait pour communiquer ou pour faire des modules en plus qui vont du natif à React en JavaScript, c'est ça? C'est pas si compliqué que ça. Donc, en gros, vous allez faire un package dans votre application, dans votre code, dans votre dossier Android. Il faut juste implémenter 2 interfaces. Une pour votre module et une pour le plugin que vous voulez faire, avec des méthodes en Java derrière, ou en Kotlin si vous voulez. Il y a différents paramètres à mettre en entrée, des annotations à rajouter en plus. Et derrière, vous allez pouvoir recevoir soit des types primitifs, genre un int, un string, un array, etc. Et puis récupérer tout ça. Et puis après, soit du coup votre code il va être synchrone, du coup vous allez pouvoir envoyer des résultats directement de l'autre côté, soit du coup vous allez avoir un listener à rappeler quand votre truc asynchrone il est fini pour remonter les infos derrière. Donc ça se fait assez bien. Dans les deux sens, oui, il n'y a pas trop de soucis. Et sur iOS aussi, pareil, j'ai dû en faire pour supporter un cas spécifique et ça marche aussi très bien. Et du coup, on peut faire du Swift aussi, pareil, pour faire vos modules, etc. Il n'y a pas de souci. Oui. Je vais peut-être couper un moment. Est-ce qu'au niveau de la taille des APK, on est plus lourd ou non? Ok, la question c'est la taille des APK, qu'est-ce que ça donne? L'application PlantNet, elle fait aujourd'hui 15 MO. Si j'enlève la partie PyTorch qui rajoute 5 MO en plus, donc c'est vraiment spécifique parce que c'est du machine learning. Mais du coup, 15 MO, il me semble qu'on doit être autour de, je crois que le poids minimum, il doit être autour de 8 MO, vraiment sur barre React Native sans aucun module en plus. C'est pas négligeable, mais bon, ça reste raisonnable, quoi. C'est pas 50 MO comme Facebook, etc., quoi.
Il y avait une autre question, je crois. Non? Ok. Bien, très bien, merci beaucoup de m'avoir écouté. Il y a les slides qui sont disponibles sur mon Twitter. Et sinon, n'hésitez pas à aller donner un avis sur le talk avec le lien. Merci.